C'était l'hôtel Biron, qui était un hôtel avant effectivement d'en devenir le musée Rodin. Écrit de ces gens-là pour parler de leur expérience et retranscrire ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Et ce moment-là, c'est bien sûr le grand moment de l'art français où on retrouvait Picasso, Matisse, Satie. La plupart du livre est dirigé par des écrits, des journaux d'Edward Steichen, un journaliste américain, qui a une relation avec les États-Unis aussi. Alors que les écrits sont fictifs, mais ils sont d'une réalité aussi concrète que possible. Donc il n'y a en même temps rien inventé, tout en étant fictif. Donc on passe dans un plan artistique ou oui, par rapport à la réalité qui est assez troublant en même temps. Donc, ce qu'on va lire nous, c'est essentiellement ce qui concerne les lettres de Camille Claudel, qui seront introduites avant par des écrits qui ont été faits par le douanier Rousseau, qui parle de l'enfance de Rodin, de l'expérience qu'il a eue par rapport à sa sœur. Alors l'exposition ici est environnée d'œuvres de Rosemary Castoro. Il n'y a pas de raison particulière, si ce n'est que c'est elle qui est dans l'exposition permanente qui nous accueille, si je puis dire, avec cette installation, qui fait tout le tour. Et que, comme a dit quelqu'un aujourd'hui très justement, son œuvre est à la fois ancienne et moderne. Donc elle permet de franchir des étapes ou des périodes de l'histoire de l'art en référence peut-être, et puis aussi par des pièces très précises qui, dans les écrits du livre de Laurent Marello, les lettres, en particulier de Camille Claudel, n'ont pas été envoyées. Donc, ce sont des lettres qui ont été écrites à Rodin, et qu'elle a gardées pour elle. Il y a cette idée d'avoir écrit pour lui, mais que la lettre ne lui est jamais parvenue. C'était de Rosemary Castoro, qui est de 1969, qui s'appelle Une lettre de non-correspondance. L'œuvre qui est ici en plâtre et en fil de fer s'intitule Le livre de la subconscience. Donc je pense que ça, on va voir que dans tous les écrits, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est très présent. Cette pièce qui est au milieu s'appelle Archangle, par exemple, celle-là, The Knight, le chevalier. Alors, au sujet de Laurent Marello, elle a envoyé une petite note biographique, je vais juste traduire un peu. Elle dit que les tenants de l'hôtel Biron, enfin les habitants de l'hôtel Biron, ont fait l'objet d'une recherche entre 1974 et 1992, donc c'est un gros travail, et ont été écrits entre 1988 et 1992. Elle vivait à Paris à la fin des années 70 pour ses dernières années de l'université. Elle habitait aux 2 rue Descartes dans le 5e. Elle a étudié à la Sorbonne et de son côté en privé. Elle dit à la fois que les tenants, les habitants de l'hôtel Biron le Livre de 2012 et son premier roman, Flaming King, sont disponibles sur Amazon. Donc le livre est là, si ça vous intéresse de voir. Elle a écrit 6 romans, un recueil d'histoires, un recueil de poèmes, un scénario et un mémoire. Je ne sais pas si mémoire, c'est mémoire. Qu'elle a grandi à New York et en Californie, et qu'elle a étudié à l'Université de Californie. Elle a eu des bourses, et des choses assez factuelles comme en tout livre. Pas de plateau, tout en étant une histoire extrêmement profondément sentimentale. Donc moi je vais commencer par lire la partie écrite par le douanier Rousseau, qu'elle a intitulée L'apprentissage de Rodin, un compte rendu fictionnel du douanier Rousseau entre 1850 et 1862. Donc j'ai choisi un extrait traduit de 1850 à 1862, et puis après, donc les lettres vont être lues par Alison et par Zoé, que je vous remercie beaucoup, l'exercice par papier.
facile. Et donc il y aura un travail dans la lecture, enfin, dans vos réponses, par rapport au français et à l'anglais. Donc tout le monde doit comprendre ce qui se passe. Donc ça commence en français, hein, le texte que je lis, moi. En 1857-1862, Auguste voulut s'inscrire à la Grande École des Beaux-Arts 3 fois et fut refusé. Bon, il était accepté en dessin, bien sûr, mais ça ne lui servait à rien d'apprendre le dessin. Il voulait devenir sculpteur. Personne n'a compris pourquoi on l'a refusé. Jean-Baptiste pensait qu'il avait eu raison d'un bout à l'autre. Son garçon souffrait du péché d'hubris. Il deviendrait un artisan comme ses cousins et comme il se devait. Puis quelqu'un décida que la grande école rejetait le modelé flasque de la surface qu'Auguste avait appris à la petite école. Il voulait un style plus rigide, plus net. Qui sait ce qu'Auguste pensait? Il continuait simplement son idée de devenir sculpteur. Plus tard, il prendrait chaque projet et le tournerait en insulte au public la plus grande qu'il fût, en exploitant le scandale qui suivrait. Mais il n'était pas encore assez aguerri, pas dans la position de faire un succès de scandale. Donc il a juste continué. Pour aider à soutenir sa famille, Auguste a pris un travail chez un maçon décoratif. Il s'est fait ami avec le fils de Barry, le grand sculpteur animalier, et a suivi le cours d'anatomie du maître au musée d'histoire naturelle. Mais les femmes le rendaient mal à l'aise, donc il s'est installé au sous-sol et y a travaillé seul très tôt le matin avant son emploi et le soir quand le fils de Barry le rejoignait. Ils ont passé des heures à copier les spécimens animaux qu'ils trouvaient là ou ceux qu'ils empruntaient des salles de conférence. Parfois Barry lui-même descendait et les regardait travailler. D'autres soirs, il lisait des livres que le libraire avait été assez généreux pour lui prêter. Hugo, Michelet, Lamartine. Auguste était à chaque fois obligé de rapporter des livres. À ses visites, le libraire l'amenait à parler un peu des livres. Le libraire, qui s'est institué le professeur particulier de Rodin, y est venu astucieusement afin que cela passe pour de l'amitié et non pas de la charité. Il savait que le garçon avait été refusé à la grande école, mais poursuivrait ses études quoi qu'il arrive, comme si la grande école ne comptait pas et qu'il deviendrait un sculpteur malgré tout. Le libraire pensait que cela démontrait du cran et du courage, et un garçon comme ça, approuvé par Mindron lui-même, irait loin. Il lui fallait un peu de lecture et quelqu'un pour le faire progresser. La famille a déménagé dans une vieille maison rue des Fossés Saint-Jacques, juste à côté de la place de l'Estrapade. Ils ont pris le 3e étage. De la fenêtre, ils pouvaient voir les murs et le jardin d'un couvent de pénitentes. Un jour, Rodin revint à la maison après son travail chez le sculpteur décoratif Constant Simon et trouva Maria, sa sœur, assise à la fenêtre, regardant en bas de leur pièce les jardins derrière. Elle restait assise là pendant des heures, ses yeux fixés en haut du mur. Elle attrapait la lumière qui se réfractait des coiffes ailées qui paraissaient flotter de ci, de là. Mais cette fois, Auguste la trouva et la secoua aux épaules. Elle essaya de lui expliquer la crainte qu'inspirait l'endroit, sa statique silencieuse, sa souffrance condensée. La nuit, elle se faufilait à la fenêtre, croyant qu'elle pouvait entendre leurs sanglots. Elle pouvait sentir une sorte de présence d'un autre monde descendre du ciel, comme les dessins de plumes en chute de son frère. C'est seulement les feuilles qui grattent les unes contre les autres, Rodin la gronda, et il désigna les arbres et les buissons qui se frottaient contre les murs du couvent. Il accordait une attention particulière aux feuilles depuis qu'il devait en faire quelques-unes dans son travail décoratif pour Constant Simon. Simon lui avait montré comment tourner les bords vers le haut, leur donner du mouvement. Et donc il voyait le mouvement que sa sculpture devait avoir dans le son bruissant du vent, et il secoua sa sœur Maria. Mais Maria était perdue dans les nuages ces jours-là, de toute façon. La bonne fille qui vendait des paperoles religieuses et allait enseigner à l'école. La plupart du temps, à la fenêtre, elle rêvassait à Barnouvin, un ami de Rodin. Barnouvin qui était venu à la maison 2 ou 3 fois par semaine pour peindre son portrait. « Est-ce que ton ami vient ce soir ?» demanda Maria à son frère. « Quel ami ?» dit-il. Ça ne lui était pas venu à l'esprit que son ami était venu souvent. Ça ne lui était pas venu à l'esprit que Maria serait flattée qu'il ait fait son portrait. Il avait fait le portrait de Rodin aussi. Pour Rodin, ce Barnouvin ne faisait que se servir d'eux comme modèle. Barnouvin, dit Maria. Elle prononça ce nom avec soin, les yeux fixés dehors dans le jardin. Maria était une brave fille, dévote, avec des yeux sauvages, bleu-gris, qui s'allumaient fiévreusement pendant ces jours-là. Elle n'était pas portée à la folie,
Mais ce beau garçon barnouvin était venu à la maison comme ça, en lui prêtant attention et en la charmant. Maria s'asseyait à la fenêtre, quand il n'était pas là, et tout se mit à s'entremêler. Les images du jardin derrière la maison avec ses coiffes flottantes, les images du garçon barnouvin riant derrière le tableau. D'ici là, elle était tombée amoureuse de lui. Dans son esprit, elle mélangeait le garçon avec le jardin, de la manière dont les gens aujourd'hui mélangent l'érotique avec le spirituel, de la manière dont plus tard Rodin mélangerait l'enfer de Dante avec les fleurs du mal de Baudelaire dans ses dessins, de la manière dont il mélangerait le désir amoureux d'une femme avec le Christ sur la croix, de la manière dont quelques hommes confondent l'amour des femmes avec l'amour de Dieu, parce que la combinaison de crainte et de catastrophe se ressent pareil chez chacun. Ils se seraient mariés, c'est ce qu'elle pensait. Le garçon barnouvin lui ferait la demande. Maintenant, Maria n'était pas inconséquente, mais trop d'images étaient venues s'embrouiller dans son esprit, et elle s'était abandonnée au désir d'amour, comme les gens mettent leur foi en Dieu. Rodin a appris la leçon à travers elle, et après cela, il ne se perdrait jamais à nouveau, sauf dans son travail à l'atelier. Mais on peut comprendre comment elle a fait, quand on la voit si religieuse et le garçon si charmant, et lui à la maison 4 fois par semaine, riant. Les femmes se perdent tout le temps, particulièrement pour Dieu. Barnouvin, viens pas ce soir à la maison, Maria. Ou du moins, il n'a pas dit qu'il viendrait. Pourquoi est-ce que tu penses ça? Il faisait mon portrait. Mais il en a fini depuis des jours, dit Rodin. Donc pourquoi il viendrait? Et Rodin avait raison. Barnouvin avait cessé de venir à la maison. Bien vite, il était fiancé à quelqu'un d'autre. La semaine suivante, Rodin rentra chez lui de son travail et trouva sa mère et son père regardant fixement dehors par la fenêtre. Maria était partie. Où est-elle? Demanda-t-il alarmé. Ils désignèrent au-dessus du mur les coiffes flottantes. Au couvent, dit-il, ils secouèrent la tête. Pas celui-là. Lequel? Demanda-t-il, comme s'il était le seul à être blessé. Les sœurs de la doctrine, dit-il. À la fin de ces 2 années de noviciat, Maria revint à la maison à nouveau, mais ce n'était pas parce qu'elle avait laissé tomber l'église. Elle était atteinte d'une péritonite, mal au cœur, dit sa mère. Une maladie trop appropriée pour être causée par le froid, ou une fenêtre ouverte, ou une faiblesse qui la prédisposait. Devait-être une maladie d'amour, son cœur brisé, Barnouvin, Dieu. Le jeune Rodin s'attribue à la faute. Rodin s'assit sur son lit. Quand elle ouvrit les yeux, il prit sa main. Quand elle gémit, il retapa l'oreiller. Quand elle bougea dans le lit, il arrangea les couvertures. Rodin avait passé les 2 années de son noviciat à se demander pourquoi il n'avait pas su qu'elle était tombée amoureuse de son ami Barnouvin, pourquoi il ne l'avait pas vu venir. Il aurait dû savoir, intervenir, assurer son ami pour Maria, ou l'empêcher de venir chez eux avant que sa sœur ne soit perdue. N'importe qui d'autre aurait eu la garantie qu'une idylle se nouait. Maria était si retenue qu'elle n'aurait jamais osé dire quoi que ce soit. La famille croyait dans les malédictions et les présages autant qu'en Dieu. Quand Madame Rodin entra avec la nourriture de Maria et ses médicaments, Rodin insista pour la nourrir lui-même. Tu devrais aller au lit maintenant, dit Madame Rodin. Tu dois te lever tôt pour ton travail. Je dois rester avec elle, dit Rodin. La voix dans sa tête continuait. Tu aurais pu empêcher cela. Les soupirs étouffés, les coiffes flottantes, tu pensais que c'était une ferveur religieuse. Tu pensais que ta sœur n'était là que pour prendre soin de toi, de faire ton modèle. Tu n'as jamais imaginé qu'elle avait un désir à elle, une faiblesse, un malheur. Madame Rodin attendit pendant que le garçon nourrissait Maria et lui donnait ses médicaments. Puis elle le conduisit dans le couloir vers son lit. Mais il dut s'arrêter à la fenêtre. Le jardin du couvent des pénitentes était encore là dehors pour lui rappeler son aveuglement, comme pour dire que le monde de la maison et des femmes l'avait pris au piège.